c'est très dur à nettoyer parce qu'il y a des trous. Mais comment ça, il y a des trous? C'est pas qu'il y a des trous, mais c'est que c'est légèrement... Poreux? Attends. Voilà, on entend que c'est poreux. Aujourd'hui, deuxième partie de notre série sur la bureaulogie. Bonjour Maïeux. Salut Dauro. Avant qu'on parle un peu des différents matériels qu'on utilise pour nos bureaux, des choses qu'on trouve un petit peu essentielles pour un bon bureau, on va boire un peu de thé parce que c'est essentiel d'avoir un bon thé avec nous. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Aujourd'hui, je bois du Longjin, donc rien d'inhabituel. On en a déjà parlé plein de fois. C'est très bon thé de manière générale. Après, évidemment, ça dépend quelle manufacture il vient. Mais en tout cas, là où je l'achète, il est bien. C'est un thé vert, hein, c'est ça? C'est un thé vert chinois. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Ce matin, je bois le thé des amants. C'est un genre de truc que je bois en général jamais. C'est un des rares thés parfumés que je trouve encore assez chouette. Donc c'est un thé noir un peu, qui est pas mauvais, mais qui a rien de pour lui, dans lequel il y a des morceaux de pommes séchées qui lui donnent un petit goût assez sympa. J'ai déjà précisé une ou deux fois que les thés parfumés, c'est pas mon truc d'habitude. Celui-là, ça passe. Puis bon, je bois ça pour changer un peu, quoi. Voilà. De mémoire, oui, il est pas... On va dire que s'il y avait que ça me gênerait pas de le boire. Il y a aussi un peu des notes de cannelle ou des trucs comme ça, non? Dedans, il n'y a pas ça aussi? J'allais dire, je le trouve un petit peu sucré, mais alors j'arrivais pas à mettre le doigt sur est-ce que c'est sucré à cause de la pomme ou est-ce qu'effectivement il y a un ajout de cannelle? Pomme, cannelle et vanille, oui. Ah bah alors la vanille, je la sens pas du tout. En même temps, la boîte, elle est ouverte depuis longtemps, là, je pense. Ça aussi, ça joue beaucoup. De mémoire, c'est un thé que je faisais un peu aussi en thé froid. Dans l'épisode passé sur la bureaulogie, donc pour rappel, c'est un peu la entre guillemets science de bien installer son bureau pour avoir un environnement de travail loisir qui soit agréable sur lequel on est bien installé. Puis peut-être un petit critère esthétique de c'est un peu bien rangé, tu en aimes bien ça. On avait parlé de nos bureaux à nous, où on les avait montrés, on avait un peu commenté ce qu'on avait, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut faire un truc un peu plus généraliste pour dire des points qu'on considère un peu essentiels pour avoir un bureau réussi, dans lequel on a envie de passer du temps et dans lequel on se sent bien. Qu'est-ce que toi, tu considères comme un peu essentiel pour avoir une place de travail où tu es bien installé? C'est un peu dur de donner une chose, on va dire, mais en premier lieu, vraiment faire attention à la hauteur de l'écran, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a un fort impact sur les cervicales, sur la position du dos, qui peut avoir un impact très négatif. C'est quoi une bonne hauteur d'écran? Normalement, il faut que le haut de l'écran, donc vraiment, on va dire entre 2 ou 5 cm du haut de l'écran, soit au niveau des yeux. Ce qui fait qu'en fait, quand on a les yeux au repos, on voit le milieu de l'écran parce que les yeux au repos sont légèrement vers le bas. Et donc, ça permet en fait de ne pas forcer constamment les yeux à monter. Et ça fait aussi que la tête n'a pas besoin soit de monter, soit de descendre pour voir tout l'écran. Ce qui est un des trucs que personnellement je déteste quand je dois travailler avec un laptop à un endroit qui n'est pas prévu, genre dans un café puis j'ai un laptop, voilà. L'écran il est extrêmement bas et ça me fait pencher la tête, j'aime vraiment pas ça, oui. Et si vous avez qu'un laptop, justement, il y a des stands pour laptop qui permettent de les mettre à hauteur. Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir un clavier et une souris externe parce que du coup, le clavier et la souris deviennent beaucoup trop hauts. C'est un peu le problème des laptops, hein. C'est pratique, c'est petit, ça se trimballe facilement, etc. Mais c'est le pire possible pour l'ergonomie, malheureusement. C'est ok pour quelques heures de temps en temps, mais c'est clair que si on travaille en permanence dessus, non, c'est pas cool. Donc toi, un des trucs que tu considères essentiel, donc, c'est la hauteur de l'écran. Je dirais en premier lieu, ça serait ça, parce que c'est un peu ce qui, à mon avis, a un impact assez fort tout de suite. Puis c'est facile à corriger en plus. En second lieu, moi, je dirais clavier, mais je suis un peu biaisé, parce que moi, j'avais des problèmes de bras, donc c'est un peu les premières choses que j'ai explorées. Pour les claviers, le gros problème des claviers classiques, c'est ils ont la forme qu'ils ont parce qu'ils sont issus des machines à écrire. Et les machines à écrire ont la forme qu'elles ont, pas parce que c'est pratique pour écrire, mais
Parce que si elles étaient ergonomiques, c'est-à-dire que si les lettres qu'on utilisait le plus étaient proches des doigts, etc., bah, les bras des machines à écrire passeraient leur temps à se bloquer. Donc en fait, ils ont éclaté les lettres les plus utiles aux quatre coins de la machine à écrire pour éviter que ça se bloque. Tout est fait pour que ce soit pas ergonomique par design et parce que c'était une nécessité technique. Quand on est passé à l'informatique, on aurait pu forcer les gens à utiliser un autre format, mais le problème c'est que ça voulait aussi dire qu'il fallait réentraîner tous les dactylographes, etc. Donc on s'est dit, bah, on va juste faire la même chose. Mhm. Et on a cet héritage de clavier inergonomique qu'on continue d'utiliser de nos jours. Les gros points pour moi, c'est donc l'alignement des touches. J'ai un clavier dont les touches sont en colonne. Il y a vraiment une touche les unes au-dessus de l'autre, pas en arc de cercle. C'est vraiment une grille carrée, voilà, parce que tu vois, je regarde mon clavier qui est certes pas un clavier bas de gamme, mais ça reste une disposition de touches standard et les touches, elles sont quand même pas alignées, elles sont un tout petit peu décalées. Ouais, moi, c'est une grille alignée. Ensuite, dans mon cas, le clavier est courbe, c'est-à-dire que les touches sont enfoncées, un peu comme si j'avais les doigts dans un bol ou dans une assiette creuse, ce qui fait que les touches sont toutes proches. Je mettrai une photo de toute façon, et comme ça, vous regardez la photo pendant que je décris le clavier. Donc ça, moi je dirais le plus important, c'est l'alignement des touches donc en colonne et la séparation droite-gauche. Ça, c'est un autre point. Le clavier, il est en un bloc, le clavier standard, et ça veut dire qu'en fait, on a les mains au centre de notre corps, dans le sens où on a quasiment les mains collées entre elles au niveau de la colonne vertébrale. Et cette position, son gros problème, c'est qu'on a les poignets qui sont cassés constamment. Et ça, c'est pas une position qui est naturelle. Dans l'idéal, il faut un clavier où la partie droite et gauche sont séparées, ce qui fait qu'on a les mains qui sont dans l'alignement des épaules. Et là, on a une position en fait qui est une position de repos des bras, et ça évite ces micro-tensions continuelles qui, à la longue, font tous les problèmes de stress répétitif en français ou... Ouais, stress répétitif, je pense. Et donc ça, avoir les bras qui sont décalés, enfin les mains, pardon, qui sont espacées, ça veut aussi dire qu'on a les épaules qui peuvent s'ouvrir vers l'arrière au lieu d'être vers l'avant constamment, et cette espèce de position tortue, on va dire. Donc ça permet d'avoir une position du dos qui est meilleure, une position des bras qui sont meilleures, beaucoup moins de stress au niveau des poignets. Le gros problème de ces claviers-là, c'est qu'ils sont rares, c'est des petites productions, donc ils sont souvent chers. C'est que des claviers que j'ai achetés d'occasion, parce qu'en plus, les marques principales qui font ce genre de choses, elles sont aux États-Unis, donc il faut payer l'import. Il y a très peu de revendeurs en Europe. Puis c'est un gros travail de réapprentissage de la frappe, parce que tu as vraiment une disposition qui est un peu bizarre. Le fait que tu as aussi tes deux mains séparées, tout ça. Cette partie-là, ça va. Ok. Là, on est vraiment sur une pure histoire de position. Alors, par contre, oui, si on frappe avec la main droite qui va dans la partie gauche du clavier, je sais pas, ou on frappe avec un doigt de chaque côté, peut-être que là, il y a un gros apprentissage. J'ai trouvé que la partie colonne, ça m'a vraiment pas pris longtemps pour prendre le coup. Moi, dans mon cas, j'ai aussi une disposition logicielle, pas une disposition physique, qui est différente parce qu'elle est optimisée pour le développement, pour minimiser les mouvements, ce type de choses. J'irai pas jusqu'à conseiller de changer la disposition du clavier, mais si vous avez un AZERTY, vous pouvez regarder le Bepo, qui est un clavier optimisé pour la frappe en français. Le mien, il est optimisé pour la frappe en anglais parce qu'en développement, tous les termes utilisés sont des termes au final anglais. Et puis je travaille en anglais aussi, donc en fait, c'est plus optimal pour moi. Ça, c'est des gros changements, par contre. Ça m'a pris des mois de réapprendre une nouvelle disposition de clavier. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Mais la forme du clavier, que le clavier soit séparé, pour moi, c'est assez important. Et toi, comme clavier, du coup, tu as un clavier, la disposition classique ou... J'ai pas changé la disposition des touches. C'est un clavier qu'on pourrait qualifier de standard sur la manière dont les touches sont aussi disposées sur le clavier elles-mêmes. Par contre, j'ai un clavier mécanique parce que pour moi, une bonne sensation de frappe, un bon confort à la frappe, quand on utilise beaucoup un clavier, en fait, ça change vraiment. C'est très agréable pour les doigts, voilà. Et puis aussi la satisfaction d'avoir ce ressenti sous les doigts de touche qui se comporte mieux qu'un clavier bas de gamme. Sachant que les claviers mécaniques se sont maintenant de plus en plus démocratisés, donc il y a même des grandes marques, très grand public, qui en proposent. Ouais. Moi, en l'occurrence, j'ai un clavier un peu particulier. C'est un clavier WASD, il s'appelle, c'est le nom de la marque, qui propose de personnaliser ses claviers.
Et alors, un vrai truc important aussi pour moi, c'est que j'ai un clavier réduit en largeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le pavé numérique. Ce qui fait que quand j'ai ma main gauche sur le clavier et ma main droite sur la souris, par exemple pour utiliser des programmes de retouche photo, etc., ben, ma souris, elle est pas trop loin, ce qui me permet d'avoir les deux bras dans l'axe des épaules et de pas avoir les bras écartés. Ouais. Et un autre truc de bien, pendant longtemps, je pensais que c'était pas cool, mais j'ai un clavier qui est du coup assez haut. Sa profondeur entre le haut des touches et le bureau, c'est assez élevé. Donc, en l'utilisant tout seul, ça va pas, ça casse le poignet, mais c'est fait exprès parce qu'il est prévu pour utiliser un repose-poignet que j'ai en mousse qui est posé devant. Vraiment, la position des poignets est vachement meilleure. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais attends, c'est trop nul d'avoir un repose-poignet, alors qu'en fait, non, c'est vraiment trop bien. Hmm. Évidemment, il faut que ce soit adapté à son clavier. Hein. Si on a un clavier qui est très fin, ça ne sert à rien d'avoir un repose-poignet, du coup. En tout cas, pour toutes les personnes qui écrivent régulièrement sur leur ordinateur, puis pour des périodes un peu longues, je pense que ça vaut la peine de dépenser 150-200 balles pour un clavier de qualité, préférablement mécanique et préférablement plus étroit que la normale. Si vous avez vraiment besoin d'un pavé numérique de temps en temps pour faire des trucs, c'est possible d'avoir des pavés numériques séparés qu'on va utiliser que dans certains moments, qui nous permet d'avoir les bras un petit peu plus dans la position normale. Ouais, mais le problème du clavier étroit, c'est comme je disais, cette histoire de position de poignet qui est pas très saine, quoi. Toi, c'est vrai que tu as le cas d'usage de tu utilises vraiment très souvent tes deux mains parce que tu programmes en permanence, donc tu veux éviter que ce soit trop resserré. Alors que je pense que si tu fais un mélange des deux de clavier-souris, c'est l'inverse, c'est que tu veux éviter que ta souris elle soit Hmm. trop à l'extérieur. Si tu es quand même à utiliser beaucoup ta souris parce que tu es dans Excel, tu es dans Photoshop, tu es dans ce genre de trucs-là, c'est pas mal de pas avoir un clavier qui est trop large, à mon avis. Hein. Oui, mais là, je dirais même d'aller plus loin. Il y a des demi-claviers carrément qui sont en fait plus des contrôleurs d'une certaine manière. On va vraiment modifier soi-même les touches pour dire, bah voilà, cette touche-là, si je prends l'exemple de Photoshop, c'est tel outil, ça c'est la sélection, ça c'est le pinceau, ça c'est machin. Et là, on n'a plus un clavier en fait, on a un outil qui est dédié à contrôler Photoshop et la souris dans la main droite. Je vois un cas d'usage pour ça, ouais, ça c'est sûr. Même là, mon clavier qui est assez large, comme j'utilise quand même pas mal le navigateur web et ce type de choses, j'utilise quand même pas mal la souris. Mhm. Je sais pas, je trouve que c'est pas si problématique d'ouvrir légèrement mon bras droit dans mon cas pour aller chercher la souris. Je trouve ça un peu moins problématique que d'avoir cette position de bras vers le centre qui ferme un peu tout le corps en fait. Après, c'est aussi en fonction de chacun et des autres activités parce que, comme tu dis, moi, c'est vraiment, je tape énormément de mots, c'est l'usage principal. Et même dans le cas de la souris, j'ai des outils sur mon ordinateur pour pas avoir besoin d'utiliser la souris dans certains cas où d'habitude il y en aurait besoin. Donc des fois, en fait, je quitte pas le clavier. Oui, puis ça dépend les durées aussi où on fait. Parce qu'évidemment, si tu vas de temps Ouais. en temps prendre ta souris pour quelques minutes et que tu as le bras ouvert, c'est pas un problème, quoi. Sur le même principe que si tu as les bras resserrés au milieu, puis que ça dure quelques minutes et après tu rechanges de position, c'est pas un problème non plus. C'est vraiment les périodes sans interruption qui peuvent compter un peu. Après, rappelons quand même qu'on n'est pas ergonome, donc si vous voulez avoir un vrai avis par rapport à votre cas le plus fréquent d'usage, il faudrait avoir une observation par une personne dont c'est le métier, en fait, de faire de l'ergonomie, qui peut après Oui. faire des recommandations. Mais bon, là, c'est aller à un autre niveau déjà. En tout cas, dans les deux cas, que ce soit ton approche ou mon approche, de ne pas rester sur le clavier à 5 euros fourni par le fabricant de l'ordinateur. Je pense que c'est un bon premier pas, et après, on peut toujours évoluer aussi selon nos besoins, quoi. Et comme je disais, pas hésiter à aller seconde main d'occasion en français. On parlait de clavier, mais aussi du coup de souris, c'est utile. Est-ce que tu as une souris un peu particulière, toi? Alors moi, j'ai principalement un trackpad ces dernières années. J'ai un peu tout essayé en souris. La souris gamer classique, les trackballs. La souris, elle est fixe, tu la bouges pas sur le bureau et tu as une grosse boule sous le pouce que tu déplaces. Hein, c'est ça le trackball. C'est ça. Puis le trackpad, juste pour rester sur le vocabulaire, c'est... Le pavé tactile. Bon, en l'occurrence, moi j'ai un MacBook, donc je suis sous macOS et j'ai un trackpad Apple qui est en fait exactement le même trackpad que mon laptop, mais en version externe. Et puis j'avais aussi essayé la souris verticale
et elles sont toutes bien. J'utilise plus le trackpad finalement parce que je trouve que pour l'usage que j'en ai, ça va très vite et Mhm. la position est assez reposée naturellement. Mais si vous utilisez la souris de manière intense, moi je conseillerais plutôt soit trackball, soit une souris verticale. Mhm. La souris verticale, en termes d'ergonomie, c'est aussi une histoire de pure position de l'avant-bras. Quand on utilise une souris classique, en fait, on a les deux os de l'avant-bras qui sont presque croisés. Et ça, c'est pas une position naturelle, alors que quand on a une souris verticale, on va tourner la main. C'est un peu comme un joystick au final. Mhm. Et là, ça va réaligner ces deux os et ça va donner une position où les muscles travaillent beaucoup moins. Et il me semble que toi, c'est ce que tu utilises. Oui, j'ai une souris verticale qui en plus, alors pour le coup, ça se trouve très facilement parce que Logitech propose une souris verticale, sachant qu'il y en a aussi d'autres, hein, mais il se trouve que j'ai pris celle-là parce qu'elle est facile à trouver en fait. Au début, il faut un tout petit peu s'habituer parce que c'est un peu bizarre, on n'a pas trop l'habitude de déplacer son bras avec les doigts qui sont pas tout à fait à la verticale, mais l'angle est assez proche de la verticale. En quelques jours, voire une semaine, au pire, on est tout autant précis qu'avec une souris normale. Oui. Et quand je reviens de temps en temps sur des souris normales parce que, je sais pas, je suis en déplacement et je me retrouve avec une souris classique à utiliser, très rapidement, j'ai mal à l'avant-bras, en fait. Je me rends compte des tensions que ça génère. Je recommande beaucoup pour se préserver, quoi. Et je recommande aussi de commencer le plus vite possible d'utiliser ce genre de souris-là avant de se blesser gentiment. Parce que l'air de rien, c'est un investissement sur l'âge aussi. Une fois qu'on a des blessures les RSI, la Repetitive Strain Injuries, les blessures de type répétitif, ou des tendinites, voilà, c'est très dur de s'en sortir parce que c'est blessé trop tard, quoi. Ouais. Alors que si on prévient dès le début, c'est beaucoup plus facile. Je touche du bois, moi j'ai jamais eu de problème, mais très très tôt j'ai commencé à utiliser des souris légèrement penchées. Si vous trouvez que la souris verticale c'est trop vertical pour vous, commencez déjà par une souris un petit peu plus inclinée. Moi je trouve que ça change la vie, quoi. J'hésite un peu sur le trackball aussi. Moi, ma seule crainte un peu avec une trackball, j'utilise des applications qui me demandent de temps en temps une bonne précision. Je pense que je ne serais pas très précis avec le pouce. C'est une histoire d'entraînement parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent justement des trackballs pour le montage audio, vidéo et ce type de choses. La raison pour laquelle j'avais acheté une trackball, c'était justement quand on était en voyage. Parce que comme ça, je pouvais, même s'il n'y avait pas assez d'espace pour bouger le bras pour déplacer la souris, comme il n'y a pas besoin de bouger, je pouvais vraiment l'utiliser n'importe comment, dont je pouvais l'utiliser vertical en fait. J'avais littéralement la trackball dans la main avec la main retournée sur le genou et puis c'est comme ça que je l'utilisais. C'est vrai que ça, c'est pratique. En déplacement, moi je dirais les deux meilleurs choix, c'est soit trackball, soit trackpad, parce qu'en fait on n'a pas besoin de bouger le bras. Si on revient sur les trucs essentiels, c'est une chaise de qualité. C'est toujours quelque chose où j'ai essayé d'investir. Mieux vaut avoir une bonne chaise dès le début pour ne pas avoir mal au dos que de s'installer sur une chaise de mauvaise qualité ou qui n'est pas adaptée et après avoir du mal de dos dont on n'arrive pas à se débarrasser. Si vous êtes assis sur une chaise qui est prévue pour manger, une chaise qui est prévue pour de la lecture ou des petites conférences, c'est quand même pas pareil qu'une chaise pour être devant un ordinateur. Je pense que c'est un bon investissement d'avoir une bonne chaise. Les chaises baquet, gamer, tout ça, peut-être que le look il vous plaît, mais en fait c'est très souvent des mauvaises assises, donc à éviter. Surtout à éviter les trucs en bas du dos qui poussent le bas du dos vers l'avant, là c'est très mauvais. Il y a des gens qui disent « Ah mais c'est trop bien, je me sens trop bien dedans, on verra dans 5 ans ». J'ai des connaissances qui juraient que par ça et qui maintenant ont des problèmes de dos qui ont pris des années à se résoudre. Et alors c'est peut-être stylé, ça fait peut-être voiture ou autre, mais on n'est pas censé passer 8 heures, 12 heures par jour assis dans une voiture. Faut quand même relativiser un petit peu, hein. On peut avoir la chaise la plus ergonomique possible, une Herman Miller Premium à 2000 €. Si on est mal assis dedans, on est quand même mal assis dedans. Oui. Ça n'empêche pas. Faut quand même essayer de bien s'asseoir. Au passage, d'ailleurs, Herman Miller, par exemple, c'est pas une chaise que j'ai, mais je sais que c'est une super marque de chaise. Regardez les occasions, parce qu'elles sont souvent très bien entretenues et elles seront beaucoup moins chères que de les acheter neuves. Ouais. Et après, il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs aussi gros, hein. Évitez simplement la chaise à 25 € chez Ikea dans la mesure du possible. Il y a mieux que ça, mais il n'y a pas besoin non plus de passer sur des chaises qui sont hyper chères. Au fur et à mesure des années et du coup de mon budget, j'ai
augmenter le prix de ma chaise à chaque fois que je la changeais. Avec toujours dans l'optique de ma chaise, je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. C'est souvent des coûts qui paraissent énormes en fait initialement, mais il faut se dire qu'une chaise à 200 balles, c'est moins cher que 2 années de physio. Ouais. Et on n'est pas non plus obligé de tout acheter d'un coup et tout changer d'un coup non plus, on peut le faire au fur et à mesure. Et il faut vraiment pas hésiter à taper dans les occasions, hein. C'est rarement nécessaire de faire de l'achat neuf. C'est le cas de ma chaise. Là, j'ai une Ergo Human. Je l'ai eue à moins de la moitié du prix et elle était en état parfait. Et oui. Ce que je recommande aussi pour une chaise de manière agréable, et ça c'est un peu mes goûts à moi, mais je préfère des chaises qui ont un maillage plutôt que des chaises en cuir. Les chaises en cuir, c'est joli et c'est confortable, sauf l'été où on colle et c'est désagréable. Moi, personnellement, je déconseillerais complètement les accoudoirs, à moins qu'ils soient vraiment à la bonne hauteur pour les bras. Dans mon cas, il n'y a aucun accoudoir qui est à ma hauteur, à moins que j'aille taper dans une chaise faite sur mesure pour moi. On a souvent l'impression que, bah oui, on peut reposer les coudes, mais en fait, la position de repos des coudes, elle est souvent plus haute que la normale. On a souvent les épaules qui sont pareilles, plus hautes. Il peut y avoir plein de problèmes comme ça. Et je trouve aussi que souvent, ça nous bloque dans une position d'avoir ces accoudoirs. Alors que quand on n'a pas les accoudoirs, on va aussi plus facilement bouger, en fait, dans la chaise, se déplacer légèrement un peu, etc. Et ce qui est aussi mieux de ne pas être complètement statique. Je pose mon coude, je sais pas, gauche sur la chaise, ça me fait pivoter le dos et je suis un peu genre affalé sur le comptoir. Ouais, exactement, c'est ça qui se passe. Justement, chaise, et tu disais bouger, bureau assis debout, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que t'en penses? Là où j'ai du mal à conseiller un bureau debout, c'est que ils sont quand même assez chers. Il y a eu quelques options moins chères ces temps. Genre Ikea, je crois, ils proposent un truc, mais... C'est vrai que peut-être j'ai pas trop regardé. Il y a des bureaux debout aussi qui sont pas électriques et ils sont beaucoup moins chers. Le problème que j'ai avec un bureau debout pas électrique, c'est que je sais que je vais jamais faire l'effort de changer de position 5 fois dans la journée. Un bureau électrique, j'ai déjà de la peine à faire l'effort de changer régulièrement. Donc clairement, si c'est à la main, je le ferai pas, ça c'est sûr. Ouais. Dans l'idéal, je dirais oui, il faut forcément un bureau assis debout. Il n'y a pas d'autre option en fait. On ne doit pas rester assis 8 heures par jour, on ne doit pas rester debout 8 heures par jour. Il faut alterner, une demi-heure par-ci, 3/4 d'heure par-là, plusieurs fois dans la journée. Je change de position 5-6 fois dans la journée. Tous les jours, ça marche bien et... Oui, je le fais tous les jours. Le soir, quand j'ai fini de travailler, je le mets en position debout, ce qui fait que je commence ma journée debout aussi. Je trouve que ça me réveille plus. Et ça me met plus dans une dynamique où, ok, ma position par défaut, c'est debout. Et ma position alternative, c'est assis. Ce qui fait que j'ai quand même un peu plus tendance à être debout. Et quand on est debout, pareil, sur l'ergonomie, il faut faire attention. Il ne faut pas être penché, appuyé sur le bureau avec le coude, le dos courbé, etc. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur l'écran. Si l'écran est à la bonne hauteur, on va aussi avoir automatiquement tendance à se mettre pour voir l'écran correctement, donc ça va nous garder un peu debout. Je dirais que c'est pas optionnel, mais forcément il y a des histoires de coûts. Le premier bureau debout que j'ai acheté, c'était une table basse Ikea sur laquelle j'avais fixé un repose-clavier à mi-hauteur. Je posais ça sur mon bureau pour passer debout. J'avais un laptop, donc en fait j'avais un stand de laptop, mon clavier externe, et j'étais assis, et puis quand je voulais passer debout, je mettais la table basse avec cette petite tablette devant, et puis je collais ça debout. Ça m'a littéralement coûté 15 balles et 30 minutes de travail. Et après, je dirais, dès que possible, essayer de passer à un vrai bureau assis debout qui est fait pour ça. Attention quand même en position debout, disons. Ça sert à rien de rester en position debout trop longtemps et de mal se tenir, typiquement en s'appuyant avec les coudes sur le bureau. Voilà. Ouais. Dans ce cas-là, autant se réasseoir en fait et juste changer de position que de faire non, mais il faut que je reste au moins 2 heures debout. Mais pas du tout, on peut rester une demi-heure debout, même un quart d'heure, au moins on a changé de position et après on rechange, ça marche. Au début, ça fatigue un peu plus, tout simplement, d'être debout. Dès qu'on a l'impression que justement on est dans une position un peu bizarre, on se rassoit. Et puis à la longue, on prend l'habitude et on reste debout plus longtemps. J'ai vu que tu as acheté un tapis de marche. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert et pourquoi tu as choisi ça? J'ai jamais cru que j'étais le genre de personne qui allait marcher devant en travaillant. J'ai toujours trouvé ça bête. Comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. À côté de mon bureau, j'ai un tapis de marche maintenant qui est plié en fait et qui se déplie. Comme ça, il prend pas trop de place, même s'il est quand même assez énorme. Je sais pas si je conseillerais le modèle que moi j'ai. Même si j'avais pris des mesures au sol pour voir, je me suis pas du tout rendu compte qu'il allait être aussi grand.
Pour résumer un peu, hein, c'est un rouleau que tu vas poser devant le bureau et il y a vraiment que ça. Il y a pas d'écran, il y a pas de barre pour se tenir. Alors le mien, non, justement. Le mien, il peut aussi servir à courir. Il a aussi une barre Ah d'accord. qui est repliable. Les autres modèles auxquels je pense, c'est que si le but c'est uniquement de marcher, eux, ils n'ont pas de barre, etc. Ouais. La raison pour laquelle moi j'ai acheté ça, c'est que il faut bouger, il faut faire du sport de manière générale. Le gros problème, c'est que j'ai quand même 8 heures par jour à passer devant l'ordi parce que c'est mon travail. Il y a un moment donné, on ne peut pas fabriquer du temps. Et si je veux augmenter le nombre d'heures pendant lesquelles je suis vraiment actif physiquement, c'était un peu la seule solution de me mettre à marcher devant mon ordi. Ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait 3 mois, je crois, à peu près. J'ai décidé d'essayer ça et globalement, j'en suis très content. Ça a augmenté mon temps de marche journalier de 1 à 2 heures à peu près. Et pour moi, ça a absolument rien changé par rapport à travailler juste debout finalement. Alors il y a plein de gens qui disent que ça améliore le focus ou ce genre de choses. Moi, j'avais compris ça comme le fait de marcher fait quelque chose sur mon cerveau qui améliore le focus. Mais en fait, je pense que ça améliore le focus parce qu'on peut vraiment plus rien faire d'autre à part marcher et regarder devant soi. Intéressant. Quand tu marches, naturellement, tu peux regarder à droite, tu peux regarder à gauche. Quand tu es sur un tapis de marche, si tu fais ça, moi en tout cas, je suis complètement déséquilibré. Donc tu fais pas ça. Le résultat, c'est que je peux vraiment pas faire autre chose que regarder mon écran et avoir les mains sur mon clavier ou ma souris. Je peux pas aller chercher mon téléphone, je peux pas tripatouiller mon appareil photo, j'en sais rien. Et la seule manière où je puisse me tourner, il faut que je me tienne au bureau pour maintenir mon axe droit, on va dire. Et là, je peux vaguement regarder sur le côté. Juste aussi pour avoir une idée, le tapis, il avance pas parce que toi, tu marches et que tu fais tourner le tapis. Il y a un moteur qui fait avancer le tapis et qui dicte un peu ton rythme. Dans mon cas, il y a un moteur qui dicte le rythme. Ils vendent des tapis qui n'ont pas du tout de moteur. Et dans ce cas-là, c'est toi qui le fais avancer. Je pense que là encore, c'est différent en termes de sensation. Je me verrais bien utiliser le tapis de marche comme ça pour... je suis en réunion, en visioconférence, je suis au téléphone, très bien, aucun problème. Mais alors, je suis en train de taper du texte sur mon clavier. Comment t'arrives en marchant? Mais en plus, alors manipuler une souris pour des opérations un peu précises, comment c'est possible en fait? D'un côté, j'ai pas essayé, donc peut-être que je me trompe complètement, tu vois, mais j'ai vraiment cette réticence-là. Mais comment t'arrives à faire ça? C'est une histoire de vitesse. Plus le tapis va vite, plus c'est dur de garder une position stable. Moi, je l'utilise autour de 3 km/h. Je peux faire à peu près tout ce dont j'ai besoin de faire. Je peux jouer à Factorio aussi, j'ai la précision suffisante pour ça. Si tu as vraiment besoin de très grosse précision, soit il faut avoir un contrôleur spécifique, justement, se dire que si tu veux, je pense au montage audio, caler quelque chose à quelques secondes, il ne faut pas que ce soit ton mouvement de bras qui serve à caler, mais bouger une molette, par exemple. Et dans ce cas-là, tu vas pas avoir de perte de précision, je pense. Même écrire du texte sur un clavier, j'ai l'impression que j'aurais de la peine. J'ai eu aucun problème. Ok. Par défaut, mon tapis il se lance à 2 km/h. C'est beaucoup trop lent, je trouve. Marcher me gêne à cette vitesse. En tout cas, avec un tapis. J'ai tout de suite augmenté la vitesse. Je peux aller jusqu'à 4 km/h et taper des choses, mais généralement, à 4 km/h, c'est si j'ai besoin de taper peu de choses, on va dire. Si j'ai plus besoin de réfléchir et prendre une ou deux notes, là, ça peut marcher. En fait, je passe mon temps à souvent changer la vitesse. Je vais démarrer à 3 km/h et puis en fonction de la tâche que je suis en train de faire, je vais accélérer ou décélérer. Il y a aussi peut-être le fait que mon clavier, la manière dont il est fait, il n'y a qu'une seule position des mains possible et les mains, elles sont posées. Il y a des gros espaces vides pour poser les poignets. Il y a un peu cet effet où quand mes mains sont sur le clavier, elles sont bloquées et j'ai pas à lever les poignets pour taper. Ouais. Ça a du sens que si vous regardez la photo qu'on mettra. Et après, pour la souris, c'est similaire en fait, parce que comme mon outil principal, c'est le trackpad, c'est pareil, j'ai le poignet qui est posé devant le trackpad et j'ai juste à bouger les doigts. Ça ancre un peu la position d'une certaine manière. Bon, si ça concerne que les moments où j'ai vraiment besoin de grosse précision avec la souris, comme on le disait tout à l'heure, le plus important c'est d'alterner. Donc au final, je pourrais utiliser le tapis quand je fais d'autres choses, genre des lectures, un petit peu d'écriture, mais pas quand j'ai besoin de précision. Souvent, je l'utilise un peu en fin de journée.
Soit après manger, si je peux pas aller sortir parce qu'il pleut ou je sais pas quoi. Ouais. C'est plus un complément de sport, on va dire. Et donc, après quelques mois d'usage, tu es satisfait? Ouais, j'ai complètement l'habitude maintenant de le sortir et même je le sens à la fin de la journée si je l'ai pas utilisé. Ok. Pour moi, c'était vraiment le côté sport, augmenter la quantité de sport et cette histoire de focus auquel je croyais pas parce que pour moi, c'est pas une histoire de cerveau, c'est juste que là, je peux vraiment plus rien faire d'autre que marcher et travailler, quoi. En dehors de la position qu'on a, le fait qu'on bouge peut-être un peu, il y a aussi l'environnement visuel autour du bureau qui a de l'importance. Je pense surtout à la luminosité et éclairage. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça J'évite généralement donc soit d'avoir une fenêtre dans le dos, parce que ça fait des reflets bizarres sur l'écran, soit d'avoir une fenêtre derrière l'écran, parce que du coup, bah, la fenêtre est souvent beaucoup plus lumineuse que l'écran. Les opticiens oculistes, je sais plus trop là, disaient qu'il faut vraiment éviter d'être face à la fenêtre. C'est très difficile pour les yeux parce qu'il y a des différences de luminosité importantes et ça fatigue énormément. Donc c'est la pire position. Comme toi, je trouve que d'avoir la fenêtre dans le dos, c'est pas génial à cause des reflets, mais c'est déjà mieux. Idéalement, il faudrait plutôt avoir une fenêtre sur le côté. Nous, on a organisé le bureau comme ça. On a nos 2 bureaux qui sont sur le mur, qui fait un angle avec la fenêtre et ça évite, dans les 2 cas qu'on ait trop de reflets. Pareil pour moi, de temps en temps, il y a effectivement l'angle du soleil qui fait que il faut baisser un peu le store, mais ça va. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir ces extrêmes. Soit quelque chose dans la pièce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux que l'écran, soit avoir l'écran qui est beaucoup plus lumineux que le reste de la pièce. Il faut essayer d'avoir une espèce de luminosité qui soit un peu la même partout. J'ai une petite lampe qui est posée sur mon bureau qui éclaire en fait le mur derrière mon écran. C'est pour équilibrer un petit peu la luminosité entre l'écran et ce qu'il y a derrière, qu'il n'y ait pas une trop grosse différence. Évidemment, la lampe, elle reste pas allumée en permanence parce que quand il fait suffisamment jour dans la pièce, je l'allume pas. Mais dès que la lumière baisse un peu, j'ai la lampe allumée derrière pour compenser. De manière générale, je préfère la lumière indirecte. Pareil. Nos 2 lampes de bureau sont vers le mur, qui est juste derrière notre écran. Et ça fait vraiment une luminosité, je trouve, qui est beaucoup plus reposante. Quand on a une lumière qui est directement dirigée vers le bureau, on a une zone qui est beaucoup éclairée et le reste de la pièce non. Et donc on a ces écarts de lumière qui sont très forts et qui sont pas très reposants, je trouve. Vers le mur, ça diffuse plus dans toute la pièce. Bon, après, ça va dépendre de la couleur du mur aussi. Dans mon cas, il est blanc, donc il diffuse très très bien. Toi, dans ton cas, par exemple, il est coloré et ça gêne pas du tout. Non, non, non. Les couleurs sur la photo sont peut-être plus saturées que la perception réelle que l'œil en a. Oui, il y a une teinte un peu bleutée violacée. Ça a une couleur aubergine. Mais si vous regardez une aubergine, elle n'est pas violette en fait. Enfin, ce que vous voyez, c'est une couleur qui est très sombre au final. Et ça perturbe pas trop. J'avais pris ça pour justement ne pas avoir du blanc, donc avoir quelque chose qui soit un peu plus reposant à l'œil, tout en ayant quand même de la couleur pour amener un peu de décoration et de bonheur un peu, je sais pas si on peut dire ça comme ça. À ce sujet, revoyez notre épisode sur la couleur qui sera dans les notes. Tout à fait. Mais c'est important aussi alors pour son bureau, je trouve, de choisir des couleurs qui soient adaptées. Si on a la possibilité de le faire, évidemment. Mais j'ai des rideaux, j'ai pas choisi des rideaux rouge pétant et vert pétant. Parce que non, je veux quand même que l'environnement visuel du bureau soit certes un peu distrayant. C'est pour ça que j'ai pas un mur blanc, je veux pas de l'ennui. Mais il faut pas que ce soit perturbant non plus. Donc après, à vous de trouver un équilibre qui vous convienne par rapport à vos goûts, évidemment. Mais je pense que de réfléchir un tout petit peu son éclairage et pourquoi pas la couleur des murs, la couleur des rideaux, la couleur de ce qu'on accroche au mur si on a des murs blancs, ça peut valoir la peine d'être pris en compte aussi. D'ailleurs, tiens, t'as rien de spécial accroché sur tes murs là Non, j'ai 2 masques africains dans le coin à gauche qui sont un peu hauts parce que le bureau monte. Il faut pas que ça rentre dans ce qui est derrière. On a une photo qui est entre nos 2 bureaux à droite aussi. Mais j'ai rien vraiment dans l'angle de vue direct autour de l'écran. Parce que sinon je vais être trop facilement attiré. En fait, j'aime bien le blanc de manière générale. Je peux utiliser la lumière elle-même pour adapter à ce que j'ai besoin sans que ce soit trop gênant. Dans le cas de mon bureau, je trouve que ça marche assez bien. Bon, après, mon bureau est blanc, mais ça, c'est pas par choix. Il y avait que ce plateau qui était disponible et je ne l'aime pas du tout. Ça se salit énormément et c'est très dur à nettoyer parce que c'est poreux.
J'aime pas du tout. Malheureusement, quand j'ai voulu acheter un bureau, il y avait très peu de planches disponibles différentes et en occasion, à ce moment-là, je trouvais rien du tout. Mon bureau assis debout pour avoir une bonne option à prix un peu réduit, j'ai acheté les pieds séparément du plateau. Et après, il a fallu que je me débrouille pour le plateau, donc j'ai été acheter une grande planche de bois dans un magasin de bricolage. J'ai l'avantage d'avoir pu choisir le plateau que je voulais. C'est vrai que je suis très content d'avoir du bois, ça amène un petit peu de chaleur, et j'ai pas le côté poreux que t'as. Idéalement, moi, j'aimerais une tranche de tronc avec carrément l'écorce et ce genre de choses sur le côté. C'est sûr, c'est joli. Les pieds de mon bureau supportent 250 kilos, je crois. Donc même si j'ai une tranche de bois de 50 kilos dessus, ça sera pas gênant. Comme tu parlais de ta surface rugueuse là et du coup de nettoyage, ça aussi un truc que je recommande, même si je suis coupable de ne pas le faire aussi souvent que ce que j'aimerais le faire, mais nettoyez vos bureaux, passez la poussière dans vos claviers parce que c'est le pire des trucs. Surtout avec les claviers à touche surélevée par rapport au socle du clavier finalement, et puis il y a vraiment des trous partout. Ça accumule une quantité de poussière et de cheveux, de poils de chat si vous avez un chat. Donc ouais, là-dedans, il faut vraiment nettoyer. Puis même le plateau du bureau, on se rend pas compte à quel point ça peut accumuler de la poussière et des saletés. Mm. Passer un coup de patte de temps en temps, ça vaut la peine. Ah, après, je suis tout à fait coupable de ne pas le faire même une fois par mois. C'est un peu quand j'y pense. Et je le note aussi pour moi que j'aimerais bien. Tout récemment, d'ailleurs, j'ai acheté un CompuCleaner, ça s'appelle, pour ceux que ça intéresse. C'est fait exprès pour envoyer de l'air à haute pression. Donc, il y a un ventilateur qui compresse l'air qui sort par un petit tube. Et ça permet de dépoussiérer plein de choses, dont par exemple mon PC qui a accumulé la poussière au fil des années. J'ai beau y passer de temps en temps l'aspirateur dedans, ça enlève pas aussi bien que de l'air comprimé. Par contre, quand vous utilisez ce genre de choses, il faut faire ça dehors parce que ça m'a fait un nuage de poussière incroyable. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était sale en fait, l'intérieur. Ouais. C'est pour remplacer du coup les bombes d'air comprimé. C'est ça. L'appareil que j'ai pris, là, il coûtait genre 60-70 balles, je crois. Une bombe à air comprimé, ça coûte facile 10 à 15 balles et ça s'utilise en une minute à peine. Le mien, je peux l'utiliser en permanence, en fait. Et ça fait moins de déchets parce que forcément, les canettes d'air comprimé, après, on les jette. Oui. Je suis très content d'avoir découvert ça parce que, ouais, waouh, tout ce que ça permet de nettoyer, qu'on se rend pas compte, en fait. Utilisez ça de préférence dehors parce que vraiment, surtout la première fois, ça surprend. Dans le cas des laptops, c'est un peu plus compliqué à ouvrir, mais ça accumule quand même de la poussière. Dès que mon laptop n'est plus sous garantie, je l'ouvre et je le nettoie. Dernier point très accessoire. Pendant longtemps, j'utilisais la souris et mon clavier posés à même sur le plateau du bureau. J'ai toujours trouvé les tapis de souris comme étant pas super en fait. Je voyais pas l'intérêt trop. Puis en plus, c'est petit. Et j'ai découvert récemment les tapis de bureau. Mm. C'est un tapis de souris glorifié. Le mien, il doit faire 60 cm de large pour à peu près 40 cm de profondeur. Donc, c'est vraiment un gigantesque truc. J'ai mon clavier qui est posé dessus, j'ai ma souris qui est posée dessus et je pose aussi mes verres, mes tasses. Et ben en fait, c'est vachement bien. Je m'attendais pas à ça. C'est agréable pour les poignets, les bras quand on les pose dessus parce que c'est plus doux qu'un plateau de bureau. Ouais. La souris glisse mieux, ça amène un peu de fun, disons. Je suis très satisfait, alors que vraiment les tapis de souris, j'ai toujours trouvé ça nul, mais les tapis de bureau, non, j'aime bien. Et en plus, c'est facile à nettoyer. De temps en temps, je vais l'amener dans la douche, je le spray de flotte, je mets un peu de produit vaisselle dessus et je le laisse sécher la nuit après. C'est plus facile à nettoyer que le bureau, en fait. Moi, j'ai un tapis de souris pour quand j'utilise ma souris classique, qui est trop grand par rapport à la taille de mon tiroir de clavier. Ce qui fait qu'il déborde un peu, c'est pas très esthétique, mais bon, quand je joue à Factorio, j'ai pas trop besoin d'esthétisme. Le reste du temps, comme j'ai un trackpad, je mets rien en dessous et le trackpad est directement sur le tiroir du clavier. Sur mon bureau, devant moi, j'ai un tapis de découpe. Je l'avais acheté quand je m'étais remis un peu à la peinture de figurines, ce que je fais plus du tout. Ça me sert en fait principalement quand j'écris dans mon carnet ou que je change l'encre de mon stylo ou que je nettoie des appareils photo ou ce type de choses. C'est un peu un espace de travail manuel, on va dire. Il est un peu là tout le temps par habitude, parce que pendant longtemps, j'avais pas vraiment d'endroit où le ranger. Pas d'endroit, en tout cas, où je puisse juste le sortir très vite fait en ayant besoin. Et maintenant, c'est plus mon tapis d'écriture, on va dire. C'est là, mon carnet, généralement, est dessus. Et ça délimite un peu un espace qui est lié aux choses manuelles. Tout en protégeant aussi le plateau de ton bureau, si jamais... Exactement.
Je conclurai juste cet épisode en recommandant à tout le monde de se poser la question sur l'état de son environnement je dis de travail, mais ça peut être à la maison, hein, c'est pas que au travail. Et il y a quelques petites choses qui sont des fois assez simples, comme régler la hauteur de l'écran ou faire attention un peu à son éclairage, qui peuvent, l'air de rien, changer la donne. Peut-être de faire attention aussi à des investissements utiles pour le futur, comme ne pas se casser le dos et ne pas se casser les poignets. Mm. Choisissez votre position, votre chaise, votre souris. Ça peut demander un effort physique tout autant que financier d'ailleurs, hein, mais dans les années futures, vous serez content d'être en meilleur état que vos amis et collègues qui n'ont pas fait ce chemin-là. Il y a encore plein d'autres choses dont on pourrait parler au final, mais on va pas faire un tour complet non plus. Il y a une chose auquel je viens de penser sur les chaises, vous pouvez aussi utiliser des ballons au lieu d'une chaise. Ça, c'est aussi très bon pour la musculature du dos. Je sais que ma femme utilise beaucoup ça, donc il y a plein d'options possibles. Ce que je conseillerais, c'est de chercher ergonomie du travail dans votre moteur de recherche préféré. Ça fait ressortir beaucoup de ces informations. Vous trouverez instantanément des images avec la bonne position des épaules, la bonne position des coudes, ce type de choses. Donc ça, déjà, ça donne des bonnes indications. Et après, oui, il faut expérimenter avec... Moi, je suis passé par 4 claviers différents. J'en ai revendu la grande majorité. Comme je fonctionne beaucoup en occasion, ça n'a pas été des coûts très forts. Même dans certains cas, j'ai revendu des claviers plus chers que ce que je les avais achetés. Un outil de travail acheté en occasion, ça peut toujours faire un peu peur parce que il faut que ça fonctionne. Mais si c'est pour essayer, j'achète un nouveau clavier, mais je garde l'ancien pendant quelques mois et puis ensuite je tourne comme ça. De se créer un environnement un peu meilleur que sur être dans un coin de table à côté de la cuisine. Si c'est pas plus efficace, au moins plus confortable. Ouais. Et je pense que c'est pas à négliger. Puis ouais, bouger, parce que on est des animaux d'endurance et de mouvement. Et notre époque moderne est à l'opposé de ça. Ouais. Donc c'est le plus important, optimiser. Il faut optimiser le mouvement idéalement. Si on ne peut pas changer de position, pas de bureau debout, faites des pauses, 30 minutes de travail, 15 minutes de mouvement, je sais pas, peut-être moins, ça fait beaucoup. Même se lever pour aller chercher la graffeuse, pour s'étirer, pour aller ranger une feuille à côté, c'est déjà mieux que de rester assis. Ouais, ça c'est un peu facile. Dès que vous avez besoin de quelque chose, vous vous levez et au lieu d'aller juste le chercher, faire 2-3 mouvements supplémentaires, déjà ça aide. Mais après, à la longue, optimiser pour le changement de position et le mouvement. Si cet épisode vous a plu, on vous encourage à nous suivre un petit peu partout. Où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Le mieux, c'est d'aller sur notre site tâche avec un s-2-t.fm. Là, il y a tous les épisodes, évidemment, tous les liens vers nos différents réseaux sociaux, où vous pouvez repartager les annonces d'épisodes aussi, ça aide. Le mieux, c'est d'aller taper sur l'épaule de quelqu'un et lui dire « Tiens, écoute ça, c'est sympa ». Depuis notre site internet, il y a un peu toutes les plateformes sur lesquelles on publie. Si vous voulez regarder ça sur YouTube, vous pouvez. Et puis on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. Oui. Allez, ciao. Bye bye. J'ai juste mis le truc à air comprimé sur la prise d'air d'un laptop qui donc n'avait jamais été nettoyé. Gros nuage. Depuis que je l'ai fait, le laptop fait moins de bruit. Des fois, ça aide même à la performance. S'il ne se refroidit pas assez vite, le processeur lui-même va ralentir sa vitesse, donc l'ordinateur va ralentir et on va râler. C'est pas des gros changements, hein, mais ça peut.